publié chez Courrier du Livre, le grand guide de la sophrologie au quotidien. Quand on se demande c'est quoi la sophrologie, eh bien vous commencez par dire, je vais vous dire ce que n'est pas la sophrologie. Alors j'aimerais, pour éclairer les lecteurs de Jacques Caletto YouTube et de 450 et de iram.be, que vous nous expliquiez ce qu'elle n'est pas. En fait, j'ai voulu commencer par là parce que je me suis rendu compte que malgré toute la littérature qui existe sur la sophrologie, il y avait encore énormément d'idées reçues quand les gens venaient me voir ou quand je donnais des ateliers. J'étais toujours obligée de recorriger certaines définitions. Donc, ça m'a amusée aussi de commencer par ce que ça n'est pas. Par exemple, il y a une idée reçue qui dit que la sophrologie, ce serait seulement de la relaxation. La relaxation, c'est une chose. La sophrologie en est inspirée, ça c'est évident, mais elle ne se résume absolument pas à cela. Par exemple, en sophrologie, vous n'êtes pas obligé d'être détendu, puisque si on est à l'écoute du corps, eh bien, on va être aussi à l'écoute de ce qui est plutôt désagréable et de ce qui est tendu, et heureusement. Donc ça c'était une première chose, la sophrologie n'est pas liée à une religion, on ne vous demande pas de croire en quelque chose, et comme j'ai beaucoup travaillé en milieu scolaire, la laïcité, c'était très important. Voilà, ça c'est les deux principales, en tout cas, qu'elles seraient réservées à une élite aussi. Il faudrait être peut-être instruit pour pratiquer d'une certaine catégorie sociale. Ça, c'est archi faux. Et je pense que c'est important de commencer par bien définir ce dont on parle. Ça, c'est D'accord. ma rigueur scientifique. Justement, il y a une très belle illustration. D'ailleurs, vous avez une illustratrice qui a fait Oui, un remarquable travail. Il y a une oui. très belle illustration qui explique quelles sont les sources de la sophrologie. Et justement, ce que j'aimerais que vous nous précisiez un petit peu, c'est ce qu'elle est, la sophrologie. Oui. Effectivement, Morgane Carlier, donc pour la nommer, qui a fait les illustrations, elle participe effectivement énormément à la réussite de cet ouvrage et j'en suis très honorée. En fait, pour remettre dans le contexte, parce que c'est important, la sophrologie a été créée en 1960. C'est aussi une époque où on aimait voyager, où on aimait découvrir les philosophies d'Orient. Donc, elle est inspirée eh bien, du yoga, de la méditation, hein, mais pas que. C'est-à-dire que Caicedo, qui est un neuropsychiatre, en fait, hein, c'est comme ça, lui, il a découvert ça dans son travail de neuropsychiatre. Il s'est inspiré de l'hypnose aussi, hein, qui était au départ l'hypnose ericksonienne dont on entendait beaucoup parler à l'époque, de la phénoménologie en philosophie, donc ceux qui aiment lire Merleau-Ponty vont se délecter en fait à cette pratique, qui est d'accueillir les phénomènes, ce qui se passe dans notre corps sans jugement. Sauf qu'il s'est dit, le professeur Caicedo, que tout cela parfois nécessitait des années de pratique pour devenir un yogi, un yogini. Bon, bah, il faut pratiquer longtemps dans des ashrams et que l'homme moderne, en fait, n'en a pas la possibilité ni le temps. Donc, il a essayé de mettre toutes ces techniques, non pas dans un fouillis, hein, c'est-à-dire de prendre ce qui semblait pertinent pour l'homme moderne et d'en faire une nouvelle épistémologie, une nouvelle technique. Votre ouvrage décrit de manière très détaillée le déroulement de séance, rappelle les postures et parle de 5 systèmes. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de ce déroulement de séance. Alors, effectivement, la sophrologie est très jargonneuse, hein. Non, enfin, c'est aussi pour ça que parfois, malheureusement, elle est incomprise parce que quand on commence à devenir sophrologue, on apprend un certain jargon qu'on épure au fur et à mesure avec les gens. La notion de système, par exemple, ça, je l'ai gardé. Système, c'est simple, c'est que Caicedo a divisé le corps en parties. Par exemple, notre premier système, c'est notre tête. Et puis, en fait, chaque système, ça suit le déroulement de notre corps. Le cinquième, le dernier, ce sont nos jambes. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est à des fins de pédagogie, de concentration, c'est-à-dire qu'après, c'est plus facile de dire, tiens, qu'avez-vous ressenti dans le premier système que de détailler dans le front, les joues, les yeux, la bouche, le nez, etc. Euh, mais même si j'ai souhaité épurer dans les techniques, je pense que c'est bien de se référer toujours à la méthode d'origine. Ça, pour moi, c'est important. C'est comme en danse, hein, si vous voulez improviser, il faut bien connaître votre corps. Ou en musique, c'est pareil. Donc, par rapport aux postures, il n'y en a pas énormément. C'est pas aussi important qu'en yoga. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la sophrologie se pratique dans des postures dites actives. C'est la grande différence d'ailleurs avec la relaxation, c'est-à-dire souvent assis ou debout. Parce que dans la vie, nous sommes la plupart du temps assis ou debout. La grande qualité de votre ouvrage, c'est de permettre de tester et d'essayer vos exercices. Vous avez fait un QR code qui permet d'avoir 26, 25 ou 26 Mm. exercices. Et comme je me suis fait opérer du dos, j'ai travaillé allongé. Mais ça marche quand même. Oui, oui, alors après, sauf
cas exceptionnels, effectivement. C'est-à-dire que la sophrologie, sa qualité, c'est son adaptabilité. C'est-à-dire que à la base, on utilise des postures actives, mais si par exemple il y a une blessure, c'est valable aussi pour les femmes enceintes à un certain stade de la grossesse, la posture assise est très inconfortable, on va adapter, mais on adapte par rapport à cela. Et je suis contente que vous racontiez votre exemple parce que pour moi, ce qui est très important, c'est de rendre autonomes les gens. La sophrologie, c'est vraiment faire cheminer les personnes vers l'autonomie, c'est-à-dire moi, je me vois un peu comme un guide, comme une Mary Poppins d'outils, voilà, de transmettre, et ensuite que la personne puisse le faire seule. Ça, c'est très important. Il n'y a pas cette notion de dépendance avec le thérapeute, et je pense qu'il faut le souligner. La sophrologie, ça peut agir dans quel domaine géographique, famille, Ouais. travail, école, et dans quel domaine psychologique ou thérapeutique particulier. J'aimerais que vous nous en parliez un petit peu. Oui, bien sûr. Alors, les champs d'application sont très, très, très vastes parce qu'il n'y a quasiment aucune contre-indication en sophrologie. Je dis quasiment parce que il y a en ce moment des études quand même qui sont en train d'être réalisées sur les patients, enfin, atteints d'autisme, par exemple, où il faut faire très attention. Les patients schizophrènes aussi, qu'on va pas forcément aller faire visualiser, sachant qu'ils sont déjà dans une réalité à côté, enfin, une différente en tout cas. Après, je peux vous parler peut-être des motifs de consultation les plus Oui. fréquents. La gestion du stress, ça va être number one. L'accueil, j'aime bien dire accueil plutôt que gestion d'ailleurs des émotions, travailler avec ses émotions. Les problématiques de sommeil, ça, et surtout en ce moment, c'est vraiment un motif très demandé. Alors, ça touche toutes les générations, parce que moi, je commence avec des enfants qui ont 4 ans. Les bébés, c'est plutôt par capillarité avec les parents en général qu'on travaille avec les tout petits. Ça peut toucher la famille, ça peut être aussi très présent dans le milieu du travail, notamment pour les risques psychosociaux, pour améliorer la qualité de vie au travail, la QVT, comme on dit. Euh, L'école, c'est vous très avez parlé de vaste. l'école. Ouais, alors moi j'ai beaucoup développé à l'école, c'est-à-dire que j'ai mené un projet pendant 7 ans en Seine-Saint-Denis avec tous les éléments du système école, c'est-à-dire les élèves, les enseignants, les agents, les personnels de l'équipe pédagogique. Et donc je suis la preuve, enfin nous sommes ensemble la preuve vivante que ça a des effets à l'école, c'est-à-dire en termes d'attention, par exemple, de comportement de troubles, ouais, troubles du comportement, c'est-à-dire des gamins qui sont un peu agités. Mais l'idée n'est pas non plus de revenir tout le temps au calme, c'est simplement de comprendre ce qui se passe en nous et d'y apporter de meilleures réponses. Donc en ça, c'est très large. Et alors, dans le secteur médical, il y a énormément d'applications. Dans l'accompagnement, je dis bien accompagnement des traitements, on ne se substitue jamais au traitement en sophrologie, c'est important, mais on peut les accompagner. Une chimio, en soins palliatifs, il y a énormément aussi de possibles qui peuvent rendre à la personne en fait son pouvoir dans ce cheminement de guérison et de soins. Donc c'est très vaste. Et les sportifs aussi, hein, tout ce qui concerne la concentration, la préparation mentale, que ce soit aux examens ou aux compétitions, ça aussi, ça a Très fait ses bien. preuves, quoi. Mm. Comment choisir un sophrologue? C'est quoi un bon sophrologue? C'est une très, très bonne question. C'est une question que les gens se posent et je les comprends parce que je ne sais pas comment moi je pourrais faire à leur place. Je pense qu'il faut l'examiner. C'est un peu comme en méditation où on dit regardez bien votre maître, celui qui vous transmet. Observez, il y a toujours un sens critique, dans une juste mesure, bien sûr, mais je pense que vous pouvez regarder un petit peu sa formation. Ça, c'est très important. Les formations éclairs, moi, je ne les défends pas en sophrologie. C'est un vrai processus, des formations longues. Il y a quand même certaines écoles qui font école, justement. Regardez peut-être son appartenance aux fédérations professionnelles, c'est quand même important aussi. Et puis surtout, avec qui vous allez avoir une alliance. L'alliance sophrologique, c'est comme en thérapie, l'alliance thérapeutique, ça fait énormément dans le travail. Donc on choisit aussi la personne qui va, parce que vous allez vous sentir compris, écouté, pas jugé, que vous allez voir concrètement que des choses changent et que ça vous fait du bien. Faites de l'expérience. Et poser des questions. Il y a des personnes qui n'hésitent pas à appeler, à me poser des tas de questions. Et souvent, ils viennent à vous pour toutes ces raisons-là, mais aussi parce que ça va leur rappeler quelque chose, que vous allez leur inspirer quelque chose qui va faire que ça fait écho et qu'ils vont se dire c'est la bonne personne pour moi ici et maintenant. Tiens, je ne vous ai pas posé la question. Combien coûte une séance et combien de séances en moyenne prévoyez-vous pour un patient? Alors, une séance coûte 70 euros. Elle dure 1 heure environ. Elle n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. En revanche, de plus en plus de mutuelles prennent en charge la sophrologie, une partie, donc ça c'est bon à savoir. Je construis jamais de protocole à l'avance parce que parfois, il suffit de 2 ou 3 séances
Et c'est pas la peine que j'en fasse 5 si 2, 3 suffisent. Mais comme on m'a souvent posé la question, j'ai fait ma petite étude par rapport à toutes ces années de pratique, je dépasse rarement les 6 séances. OK. Rarement. Donc, merci Gaël pour ces réponses passionnantes. Bravo pour cet ouvrage qui est une transmission. Et puis alors, félicitations pour ces tests, ces QR codes qui nous permettent d'essayer et pourquoi pas avant de consulter ou vous-même ou d'autres sophrologues. Oui, complètement. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt.